Bienvenue dans Acte, le podcast des acteurs. Je suis Bertrand Marcos et j'aurai le plaisir toutes les 2 semaines de vous proposer un nouvel épisode avec un invité de marque et de talent. La faute de mon accent, c'est pas parce que je suis italienne et parce que j'ai pas une bonne oreille, c'est que je me suis trompée. Et j'ai appris le français avec des disques des Dalida et des Jacques Brel. Donc voilà, c'est pas ma faute. Qui connaissait Daniel Craig en 2006 ? Personne. À l'époque, la presse était dégueulasse avec lui. Il disait qu'il était blond, qu'il savait pas conduire la voiture. Alors, mais mon bébé, c'est un miracle du ciel, un miracle de la science aussi, parce que quand même, bien sûr, la médecine m'a aidée. Et donc, ça a été une lutte pendant 8 ans. Pour le premier épisode de Acte, j'ai le plaisir, le bonheur, le privilège de recevoir la star italienne Caterina Murino, que vous avez sûrement découverte dans le premier James Bond avec Daniel Craig, Casino Royale. Vous allez découvrir dans ce podcast, dans cette conversation que nous avons eue, une femme qui n'est pas qu'une James Bond girl, qui est aussi une femme engagée, passionnée de théâtre, de cinéma, sans langue de bois, et avec qui on peut aborder des sujets divers et variés. Elle se confiera notamment sur le miracle de sa vie, un premier enfant à 47 ans. Premier épisode de Acte, le podcast des acteurs, avec Caterina Murino. Merci d'être là. Merci, ça a commencé déjà, c'est super. Ah oui. Voilà, oui. J'avais envie de te demander, il me semble que tu vis à Paris. Tu es italienne, mais tu vis à Paris. Depuis 2003. Donc Quand même. Donc ça fait... tout le monde ne le sait pas encore. Au bout de 23 ans, Ouais. 23, non, 20... Bah oui, 23 ans. 23 exactement. ans. Exactement. Les gens encore me disent « Tu habites où en Italie ?» Non, 23 ans, depuis 23 ans en France, à Paris. Voilà. D'accord. Donc ça fait un moment. Et qu'est-ce qui t'a amené à déménager à Paris ? L'enquête corse. Ah oui, le film avec Jean Reno et Christian Jean Clavier. Reno, c'était cette date en 2003. Et donc, après ce film-là, en tournage, pendant les tournages, ils m'ont proposé un film avec Stéphane Fraisse, ça s'appelle Des jours et des nuits. Pendant ces tournages-là, ils m'ont proposé un autre film qui s'appelle L'amour aux trousses, avec Jean Dujardin et Pascal Elbé. Ouais. Pendant ces tournages-là, l'enquête corse est sortie. Ouais. C'était un grand succès, et donc je suis restée à Paris. Et donc c'est tout à cause de la faute de l'enquête corse. Ouais, et de ta carrière d'actrice. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. Et j'ai jamais pu quitter la France. Ouais. Après, il y a des choses qui t'ont retenu en France, autres que professionnelles peut-être. Oui, mais c'était après, j'ai eu plusieurs relations avec des Français. Ouais. Mais après, tout le monde, chaque fois que j'ai quitté avec un homme, et tout le monde me dit, bah, tu vas rentrer en Italie. Bah, en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ils voient le fait que quelqu'un vit dans un autre pays lié à une histoire d'amour. C'est vrai qu'on voit. Moi-même, tu vois, j'ai pensé à ça. On ne peut pas vivre dans un pays juste parce qu'il y a du travail, parce qu'on se sent bien, juste parce qu'on doit être accroché à quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas accrochée à personne. Alors peut-être que la France, c'est l'exception. On peut rester en France pour la France. On peut rester en France au-delà du fait qu'on est accroché à quelqu'un d'autre sentimentalement. Voilà. Très bien. Et t'es arrivée, tu parlais français ou pas ? En fait, pour l'enquête corse, je ne parlais pas un mot de français. Ah oui, pas un mot. J'ai toujours fait anglais à l'école. Et donc, quand j'ai rencontré pour la première fois mon cher Guy Bonnet, paix à son âme, et Christian Clavier, j'ai parlé en anglais. Et quand il m'a dit « ça va », panique totale, parce que je ne savais pas ce que ça veut dire. Ça va. Ah ouais, à ce point-là. Alors, je n'avais rien du tout. Non, zéro. Okay. Et donc, Clavier il m'avait dit à l'époque, en fait, on cherche une actrice pour incarner le rôle d'une Corse. Bon, tu parles pas un mot de français, mais tu es sarde. Donc, tu as une chance en plus par rapport à d'autres collègues à toi italiennes qui parlent bien français. Donc, si tu nous montres que tu pourrais parler dans 4 mois français, voilà, le rôle sera à toi. Et donc, comme je suis sarde, bien têtue, en 4 mois, donc j'ai passé 4 castings. Ah ouais. C'était surtout un casting pour la langue, pas un casting pour autre chose. Et donc, je me suis bien mis à travailler. Et la chose bizarre, c'est que donc, la faute de mon accent, c'est pas parce que je suis italienne et parce que j'ai pas une bonne oreille, c'est que je me suis trompée. Et j'ai appris le français avec des disques des Dalida et des Jacques Brel. Donc voilà, c'est pas ma faute. Je savais pas qu'ils avaient... C'est la faute de Dalida. Des Dalida et des Jacques Brel qui n'ont pas vraiment un accent parisien pur. Voilà, c'est leur faute. Ok. Ah, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, on entend une sonorité Dalida là, dans la pièce, c'est pas mal. J'adore. 23 ans en France, ok.
J'ai lu une chose ou entendu que une de tes envies, c'était de créer un pont théâtral, un pont entre le théâtre italien et le théâtre français. Ça m'a beaucoup intéressé comme formule, comme idée, comme envie. Et ça t'a mené d'ailleurs à La Veuve rusée de Goldoni, qui est un spectacle que j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, c'était bien sûr mon rêve pour plusieurs raisons, mais c'était aussi compliqué parce que pendant 23 ans, j'ai jamais mis, on va dire, un petit pied dans le théâtre français. Et donc, bien sûr, je donnais la faute à Dalida et à Jacques Brel pour mon accent. Et donc, j'ai dit, c'est normal, en Italie, la plupart des spectacles, si tu n'as pas une diction parfaite, c'est impossible et tu ne peux pas vraiment mettre un pied au théâtre. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et donc, pour moi, c'était ça. Après, vraiment, je dois remercier Philippe Lelouch parce qu'il m'a proposé Les Tourbillons de Weber. Ouais. Et Francis Weber, si je peux me permettre, qui est l'auteur, réalisateur, metteur en scène du Dîner de cons. Le Dîner des cons, entre autres. Et donc, Francis Weber, il faisait cette pièce au Théâtre à Madeleine et Philippe Lelouch m'a proposé pour faire le rôle. Et donc, c'était une comédie. Et moi, je suis pas vraiment... J'en ai fait tellement de comédies au film, mais c'était vraiment quelque chose... Normalement, au théâtre, je fais toujours un peu des drames. Et donc, c'était très bizarre pour moi de me retrouver. Et c'était l'immense cadeau pour moi, encore merci Philippe, parce qu'il m'a donné vraiment la chance de pouvoir mettre vraiment un micro-pied dans les théâtres à Paris. Et c'était en quelle année ça, Caterina ? C'était il y a... Donc, il y a 3 saisons. D'accord, en 2022, par là. Exactement. Ouais. 2022, exactement. Et donc, après, malheureusement, on n'a pas pu faire une tournée. Donc, c'était arrêté là. Et bizarrement, vers mars-avril 2023, Richard Caillat et Michel Faux, ils me proposent Piège pour un homme seul. Piège pour un homme seul. Donc, j'ai dit, waouh, ok. Ça veut dire que peut-être j'ai vraiment mis un petit pied. Et je pense que j'ai dit, mais... Il m'a dit, on ne savait pas que tu faisais du théâtre. Chose que moi, je viens du théâtre en Italie, donc le premier truc que j'ai fait vraiment en Italie, il y a... Tu avais fait plusieurs pièces en Italie avant. Je viens du théâtre. Moi, je viens du théâtre, à la base. Je viens du théâtre. Donc, je disais, ok, donc ça marchait quand même. Les gens, ils ont eu dans la tête que quand même, j'existe aussi en tant qu'actrice de théâtre. Et donc, j'ai rencontré Richard Caillat, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai osé proposer ce pont théâtral. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'il y a 2 ans, tout le théâtre, le cinéma, la télé, il est en train de souffrir vraiment. En Italie, autant qu'en France, donc je sais qu'il y a beaucoup de coupes dans tous les sens du budget, du tout. Et donc, et au théâtre, je vois des pièces magnifiques, mais surtout les théâtres privés, on reste avec... on va dire 2-3 acteurs et un canapé au milieu, et on fait ça. Et donc j'ai dit, malheureusement, tous les beaux vieux pièces, en fait, on ne peut plus les faire, avec les costumes, avec beaucoup de personnages, parce qu'il n'y a pas de budget. À part la comédie française, c'est encore autre chose. Mais, donc j'ai dit, mais pourquoi, si on va unir les forces, bien sûr, au niveau des finances, on pourrait le faire, comme ça on pourrait utiliser même les mêmes décors sous 2 saisons différentes, 3-4 saisons différentes pour jouer dans les 2 pays. Donc j'ai proposé ça à Richard Caillat. J'ai proposé une pièce que Giancarlo Marinelli avait déjà écrite et que j'avais déjà jouée en Italie. Giancarlo Marinelli, qui est un très grand metteur en scène italien qu'on ne connaît pas ici, ou pas bien, mais là-bas c'est une star de la mise en scène. C'est une star, et surtout il est devenu directeur du Teatro Olimpico di Vicenza, qui c'est un des plus beaux théâtres au monde, c'est un musée. D'accord. On joue dans un musée là-bas. Et surtout maintenant, il est directeur des Arteven et le directeur de 110 théâtres dans la région del Veneto de Venise. Et surtout, il a fait tellement de pièces avec lui. Moi, j'en ai fait la 3e pièce que j'ai fait avec Giancarlo. On se connaît depuis 15 ans. Et donc voilà. Donc Richard, j'ai proposé cette pièce, elle est détituée. Richard Caillat, c'est un grand producteur de théâtre privé parisien qui dirige la Michaudière, le théâtre de Paris, qui a dirigé plusieurs théâtres. Et effectivement, qui est un des rares producteurs qui quand même ose mettre les moyens quand il a un coup de cœur sur un projet. Exactement. Et surtout, il m'a dit, Caterina, j'aime bien l'idée, et si je dois faire quelque chose avec l'Italie, je veux faire un Goldoni.
Incroyable, ça vient presque de lui, quoi. Non, c'est lui. C'est lui qui dit Goldoni. Moi c'est les ponts, mais les Goldoni, c'est de Richard Caillat. Qui est l'auteur un peu comme Molière en Italie, quoi. Exactement, mais pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que malheureusement, Goldoni, à part quelques mises en scène du Piccolo Teatro di Milano di Streller, de Giorgio Streller, il y a beaucoup de compagnies un peu amateurs qui font du Goldoni avec des costumes poussiéreux, tu vois, c'est vraiment... Okay, donc moi et Giancarlo, quand on a des Goldoni, on dit non, c'est pas possible. C'est un peu poussiéreux. Oui, voilà, donc on dit non, c'est pas possible, on va pas faire Goldoni quand même. Et surtout lui, il vient de Venise. Presque ringard en Italie de faire Goldoni, tu veux dire? Ok, je vois. D'accord. Donc c'était un peu compliqué et Giancarlo m'a dit bon écoute, on se bouche le nez, on y va, on va faire un truc, il faut le faire parce que sinon on va pas rentrer pour lui en France. C'était aussi tellement un rêve pour lui, donc c'était magique. Et donc ça a été un immense cadeau qu'il nous a fait et donc c'est une pièce que donc on a vue l'année dernière au Bouffe Parisien pendant 75 spectacles. On a fait 60 spectacles en Italie. Et là, on a 23 dates dans toute la France en Suisse. Okay. Et donc, je suis arrivée enfin, et je remercierai pour toujours Richard Caillat et Rosario Coppolino, qui est directeur du théâtre del Quirino di Rome et qui est l'autre producteur italien avec qui on a monté ce spectacle. Voilà. Magnifique, mais ça veut dire quand même que tu as joué le spectacle en français, avec une distribution française, et après, tu es allé en Italie. C'est incroyable, et tu l'as joué en italien, avec évidemment une autre distribution. Avec une distribution italienne, donc on a dû refaire toutes les répétitions pour eux, parce que quand même la mise en scène est restée exactement pareille, et tout restait vraiment exactement pareil. Et donc moi je me suis mis dans le vocabulaire italien, donc c'était très compliqué au début, parce qu'il y avait des mots qui sortaient en français, en Italie. Bien sûr. Et quand j'ai dû reprendre le texte en français pour me remettre le texte français, la première semaine, il y avait des mots italiens qui frappaient la tête, c'était horrible. Ouais, t'as fait un aller-retour en plus de langue. J'ai fait le retour de langue et là, la première semaine, c'était vraiment compliqué. Il faut avoir plusieurs cerveaux, quoi. Là, c'est... Et là, c'est bon. Il faut raconter quand même aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, l'histoire de la Veuve Rusée qui est assez incroyable quand même. La Veuve Rusée, donc, surtout, est incroyable parce qu'elle est extrêmement moderne, malheureusement. On a encore ce problème sur beaucoup des pays et encore en Italie, je pense aussi en France, peut-être, j'espère pas, a été écrite en 1748. Et j'ai des amis français à moi qui sont venus me voir et m'ont dit « c'est incroyable, vous avez écrit une pièce moderne, mais avec les costumes de l'époque. » J'ai dit « non, on n'a pas écrit une pièce moderne. Il a été écrit en 1748, que c'est un peu différent. » Ils ont cru que c'était écrit aujourd'hui. Oui, qui est écrit aujourd'hui, qui a donné un côté rétro avec les costumes de la Venise de l'époque, mais en fait non, il a été écrit en 1748. Donc l'histoire, c'est une veuve vénitienne qui devient riche après la mort de son vieux mari. Et enfin, elle peut vivre sa deuxième jeunesse, parce qu'elle n'a pas vraiment vécu de jeunesse, donc elle rentre dans un bal, donc toute pipante, enfin, elle revit vraiment sa jeunesse. Et elle était courtisée par 4 mecs pendant le festival de Venise, le carnaval de Venise. Et donc, il est courtisé par 4 mecs qui sont des copains. Donc ils sont là pour le carnaval. On est en Italie, à Venise, avec les costumes, avec les balles, les fêtes, toute la folie de Venise. Et on a un français, un anglais, un italien, un espagnol. C'est ça. Chacun, ils sont très très riches. On parle de vraiment la grosse bourgeoisie. Donc le noble espagnol vient de la famille du roi. Le français, c'est un monsieur français très riche. L'anglais, il est extrêmement riche. Et l'italien, c'est un comte. Et donc, ils cherchent ils sont très potes au début, et malheureusement, pour essayer de conquérir le cœur de Rosaura, ils commencent à faire la guerre entre eux. Et donc, Rosaura, parce qu'elle ne sait pas qui choisir, il va faire un maître en épreuve. Et elle se masque grâce au fait que c'est carnaval, et il lui fait comprendre que c'est une maîtresse qui voudrait être vraiment sa maîtresse pendant un certain temps, en jouant le rôle de sa compatriote. Et donc, l'unique qui saura résister à cette tentation sera son favori. Et donc, c'est ça l'histoire. C'est un stratagème. C'est le stratagème, donc elle avait rusé. Et donc, au carnaval, on dit « a carnaval ogni scherzo vale ». Ça veut dire que chaque blague que je t'ai fait à carnaval, c'est carnaval. Merci donc, de traduire, parce que là, je ne peux pas faire ça comprendre. Et voilà, donc, tu peux la redire, la phrase ? A carnevale ogni scherzo vale.
Magnifique. Scherzo, c'est une blague. Oui, d'accord. Et donc, quand je te fais une blague au carnaval, même si c'est un peu méchante, tu dois accepter parce que c'est carnaval. Ouais, c'est le jeu. Et voilà, c'est le jeu. Et donc, je fais cette blague pour... il y a quelqu'un qui n'est pas trop sportif, donc il ne les prend pas à la fin, pas bien. Et donc, à la fin, il pourrait choisir. Et donc, c'est quand même incroyable. Et on dit beaucoup de phrases sur la liberté des femmes, sur la liberté, sur le fait que les hommes ils pensent que les femmes sont, déjà à l'époque, encore aujourd'hui, un objet à eux. Ouais. Il doit posséder cet objet et il ne peut pas parler avec les autres. Il doit être vraiment une boîte qu'eux ils peuvent sortir et qu'elle n'a pas vraiment une tête pour pouvoir être libre. Oui, je comprends. De condenser, de parler, d'être vraiment... Donc ça, c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de problèmes. Et surtout, sur le fait que vraiment, on est des objets, la jalousie, et quand on dit non, c'est un non, et on doit respecter ces noms. Et ça, bien sûr, je ramène beaucoup au féminicide. Et quand il décide de quitter un homme, parce que, et pour être dans les deux sens, bien sûr, parce qu'on n'est plus amoureux, parce que ça ne marche plus, parce qu'on pense autre chose pour notre vie, les conjoints, ils deviennent fous et malheureusement, ils tuent l'autre. Donc c'est quand même incroyable qu'en 1548, Goldoni a voulu écrire ce manifeste d'une femme. On ne sait pas si Rosaura ça a réellement existé. Donc si c'est quelqu'un qui lui admirait et voulait que toutes les femmes soient comme elle, ou l'idée que la femme doit être comme ça, c'est encore autre chose. Donc, Goldoni, c'était quelqu'un qui aimait énormément les femmes et a écrit beaucoup de pièces comme La Locandiera pour émanciper, bien sûr, le rôle de la femme à l'époque et qui encore, malheureusement, aujourd'hui, fait écho. Il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, c'est la colère à des moments de cette femme, que tu joues d'ailleurs merveilleusement, justement face à ça. Ouais. À la révolte de ne pas vouloir être traité comme un objet. C'est ça. Et en plus, un objet de conquête, parce que là, c'est intéressant que les prétendants soient de 4 pays différents. Donc, il y a même cette dimension de rivalité entre eux, entre hommes, qu'il y a souvent. Oui. Mais surtout, c'est qu'ils cassent une amitié. Parce que c'est tellement beau les voir comme ça. Oui, on voit ce que devient l'amitié entre hommes s'il y a une femme à convoiter. C'est assez moche. Et aussi, à certains moments, Rosaura, elle est obligée de choisir vite parce que sinon, Pantalone et son oncle, qui l'auberge chez lui, il lui dit si tu ne choisis pas, ça sera moi. Ouais. Donc non, Rosaura ne peut pas retourner entre les mains d'un vieux qui pue, c'est pas possible pour elle. Et en même temps, en miroir de sa colère, il y a quand même, ce que tu joues très bien aussi, la peur. On sent qu'elle a peur et peut-être peur d'être seule. Oui. Je sais pas, j'avais envie que tu me dises un mot là-dessus. Malheureusement, voilà, l'époque, malheureusement, il ne peut pas. C'est que moi, ce que j'ai dit au début, je dis, je peux vivre dans un pays sans voir de relations. Bien sûr. Malheureusement, à l'époque, elle, même si elle est très libre et tout ça, elle était obligée de choisir. Oui. Même, Pantalone, il met un ultimatum. Oui. Tu sais, les temps est comme les carnavals. À certains moments, ça termine. Ouais. Donc, tu as un temps très court pour choisir, parce que sinon, c'est moi que je vais te marier. Et une autre chose, une phrase très intéressante qui dit, Pantalone, il me dit, une fois que tu as choisi le mari, il faut que tu choisis aussi les galants. Il faut que tu aies un galant. Qui n'a point de galant est assujetti par un seul homme, qui en a un, multiplie ses chaînes, mon cher oncle. Faut commenter cette phrase, je veux dire un mot. Oui, parce que en fait. Est-ce que tu veux bien la dire, parce que tu vas mieux la dire que moi. La chose, c'est que c'est quand même. Quand je dis cette phrase, même je l'ai ramenée en Italie. Il y a je ne dis pas le nom bien sûr, mais il y a un féminicide ici en France qui n'était pas encore délucidé et qu'on ne sait pas si c'est le mari. Et à certains moments, je vais me pleurer là, il y a aussi l'amant. On ne sait pas s'il a eu un amant, elle, et donc apparemment, il aurait pu être aussi son amant qui l'a tué. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Je pense que les gens qui suivent la chronique, ils savent de qui je parle. Oui. Et chaque fois, vous voyez, si c'était son amant ou son mari, en fait, ces pauvres femmes qui croyaient être protégées par ces deux hommes, elle est disparue pour toujours. Et donc, en fait, cette phrase, elle est tellement claire qui en fait, il pense toujours qu'il soit même un amant, et pourrait penser que c'est qui est quand même un objet à lui qui doit absolument décider de sa vie ou de sa mort.
Oui, c'est-à-dire que c'est une phrase qui est complexe, mais qui est tellement intéressante, qui n'a point de galant est assujetti d'un seul homme, qui en a un multiplie ses chaînes. C'est comme un dilemme tragique dans les deux cas, presque. On a l'impression que finalement, il y a un destin féminin qui n'a point de galant est assujetti par un seul homme, qui en a un multiplie ses chaînes. Et une autre phrase que j'adore, qui n'a point le courage de provoquer sa chance, montre clairement qu'il ne la mérite pas. Magnifique. Donc, la chance, on la provoque nous-mêmes. Donc, si tu n'arrives pas à la provoquer, ça veut dire que tu ne mérites pas la chance. La chance arrive quand il sent que tu fais tout pour l'avoir. Elle n'arrive pas aussi par hasard. Mais moi, je pense, mais parce que c'est ce que tu dis très bien, c'est qu'il y a des ponts, encore un pont, j'espère, entre le théâtre italien et français, mais entre l'époque de Goldoni du XVIIIe siècle et la nôtre. Et c'est vrai que moi, cette question de la peur d'être seul, je pense qu'elle est ce qu'elle est à l'époque, mais elle conditionne beaucoup de relations aujourd'hui, beaucoup de... Est-ce que tu peux... Oui, je pense qu'ils sont des gens qui ne sont pas bien avec leur-même. En fait, tout le monde le dit. Attends, j'ai dit la phrase que tout le monde dit. Il faut être bien avec eux-mêmes, parce que si on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne peut pas amener notre casserole avec une autre personne qui doit absorber déjà ses problèmes de la vie, plus les nôtres. Et donc, c'est normal qu'il faut vraiment être bien avec soi-même. Et quand on est vraiment en paix avec nous-mêmes, l'autre personne arrive. Et en fait, il faut grandir ensemble et pas essayer l'autre de mettre du scotch sur les valises que tu as cassées de toute ta vie. Sinon, c'est un double travail. Au moins que cette personne, elle t'aime tellement fort et c'est tellement envie, comme une infirmière, de t'aider à mettre du scotch dans toutes tes casseroles. Sinon, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est normal qu'il faut vraiment se soigner nous-mêmes avant pour qu'on soit fort pour une relation. Une relation, c'est compliqué. Bien sûr. Deux êtres humains ensemble, c'est vraiment trop compliqué. C'est un pari déjà c'est très compliqué. C'est un pari immense. Donc, en couple, c'est vraiment très complexe. Donc, si on n'est pas vraiment à l'aise avec soi-même et on est bien tout le temps, et si on cherche toujours à débouffer l'énergie des autres, l'autre va courir. C'est-à-dire que je crois que c'est l'erreur qu'on fait souvent de croire qu'on va aller bien grâce à l'autre. Et en même temps, de savoir théoriquement qu'il faut être bien soi-même, comme tu le dis, avant d'être bien avec l'autre. Mais j'ai l'impression que souvent, parfois, on le sait théoriquement et le mettre en pratique est très difficile. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des psychologues, des analystes, qui peut-être quand on a vraiment des problèmes, il faut y aller. Et après, il y a des gens, moi j'ai une amie à moi qui c'est vraiment une infirmière. Toute sa vie a été comme ça. Elle ne voulait que des cas particuliers. Elle peut se devenue vraiment infirmière. Après, c'était vraiment sa vie. Et elle prend toujours des cas particuliers. Après, de temps en temps, elle prend des portes sur la gueule. Mais elle est votée vraiment. Cas particuliers, tu veux dire des mecs compliqués, Ah oui, des mecs très compliqués. D'accord. Elle est attirée que par ça. Donc, après, c'est ça. C'est compliqué. C'est ça. Vraiment compliqué parce qu'elle doit quelque chose qui se répète, sans arrêt. Toi, ça a évolué dans ta vie J'ai jamais été infirmière, moi. Moi, j'aime beaucoup les cas, j'aide beaucoup dans la charité et tout ça, mais dans la vie, je peux pas. Moi, les cas compliqués, c'est pas pour moi. Si on dit les relations pansement parfois. Oui, aussi. Non, moi, je peux pas. Je suis pas infirmière. Je suis pas née infirmière, moi. J'ai vraiment un problème. Si t'as des cas... T'as des problèmes, je suis désolée, mais il faut te résoudre. Je suis pas là pour... la vie est trop courte. Là, je suis un peu égoïste. Voilà. Et le rapport à la jalousie qui est très fort dans la pièce aussi. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus ? Je suis jalouse, oui, mais pas aussi maladif. Et aussi, mon mec, il est... Heureusement, moi, j'aurais pas pu vivre avec quelqu'un qui était maladif, surtout avec ce métier, donc... qui est quand même un métier de séduction, on peut le dire. Un métier de séduction, donc lui est avocat, donc ça n'a rien à voir. Et surtout, il comprend très bien et il est vraiment génial sur ça. Et je pense qu'il y a aussi un... Je ne veux pas dire que les gens ils ne sont pas intelligents, les autres, mais lui, il a un brin d'intelligence qu'il comprend. Il comprend quand ils sont les limites, quand il comprend, il sent, il ressent. On est des animaux, donc on ressent quand il y a des dangers, il n'y a pas de danger. Donc, c'est question d'attitude. Je pense que je suis quelqu'un que j'ai mis vraiment confiance mon partenaire, donc il n'y a vraiment aucun souci. C'est ça, je crois qu'il faut décider de faire confiance, quoi. Oui, mais je pense qu'il y a... Oui, lui, mais aussi ton attitude.
Oui. Je fais pas. J'ai un caractère bien trempé, donc Oui. il y a pas des moitié cartes avec moi. Tu lui donnes pas des raisons d'être jaloux. Non, loin de Ouais, ça. ouais, Loin de ouais, ça. ouais, ouais, Non, ouais. Ouais. non. Moi, je joue pas le. Voilà. La carte de Non, l'ambiguïté. je joue pas, jamais. Je déteste ça. J'ai noté séduire pour survivre, quand même, cette femme de la veuve rusée. On parle de séduction, de jalousie. Est-ce que tu as eu l'impression, peut-être dans ta jeune carrière d'actrice, tu viens de dire toi-même qu'on est quand même dans un monde de séduction. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir séduire? Déjà, il faudrait dire qu'est-ce que ça veut dire séduire, parce que c'est quand même C'est très large. Ou est-ce que tu as eu l'impression recevoir des tentatives de séduction? Tu vois, en toute liberté, c'est ce que tu as envie Rien de... du tout. Hein? Rien du tout, les gens ils vont me détester. Non, mais tu dis absolument ce que tu veux. Voilà, on va réunir. Alors moi, dans toute ma carrière, donc je viens de concours de Vestali. Ouais. Après, j'étais danseuse à la télé italienne. Après, j'ai commencé avec le théâtre, les séries, le cinéma, tout ce que vous avez vu, qu'on peut lire sur Internet. Ouais. J'ai vécu beaucoup de choses. Dans beaucoup d'endroits, je fais quand même beaucoup de pays dans le monde, toujours pour le travail. J'ai jamais reçu une proposition ambiguë. D'accord. Jamais. D'accord. Jamais. Même maintenant est sorti les grands, très connus présentateurs italiens dans la télé qui disent que dans mon émission télé, les jeunes danseuses à côté, donc j'étais moi, parce que moi j'étais la première saison, qui avait été au lit avec tout le monde, qu'il avait essayé. En fait, c'était que du bullshit. Ce mec, c'est d'une droiteur pas possible, et moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu quelqu'un qui a essayé de coucher pour avoir des favoritismes et tout ça. Et moi, je suis désolée, bien sûr, pour tous mes collègues qui ont reçu des trucs horribles dans toute leur vie. J'ai jamais reçu, et j'ai commencé à être mannequin. La première fois qu'ils m'ont arrêté de la rue, c'était mon anniversaire des 14 ans. Ah oui. Et pour faire le concours de Mestalier, la première chose que ce mec il m'a dit, t'as 14 ans, ok, j'ai besoin de parler avec tes parents. Et mes parents, jusqu'à mes 18 ans, ils m'ont jamais quitté. Jamais quitté. Attendez, je répète, jamais quitté. Ma mère était tout le temps avec moi. D'accord. Et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai gagné déjà un peu de sous. Après, c'était pas des trucs millionnaires, mais j'avais quand même... J'étais bien. Ouais. Et j'en ai fait plein de défilés, plein de trucs. J'ai fait plein aussi des commercials, des pubs en Sardaigne. J'ai commencé à voyager et tout ça. Et ma mère, jusqu'à mes 18 ans, elle m'a jamais quitté. Jamais quitté. Donc après, je ne vais pas accuser personne. Mais quand j'entends que les filles partaient à 15 ans à chaque week-end dans la maison des metteurs en scène, moi, metteur en scène, c'est un connard, il faut le mettre en prison, tout ce que tu veux. Moi, en tant que caractère, pour moi, ça va être pas possible, parce que comme vous me voyez maintenant, j'avais déjà 14 ans, j'avais exactement ma tête que j'ai aujourd'hui. Et en même temps, je me dis, tes parents, vous étaient où? Oui, après, il y a des parents qui sont moins présents que d'autres, et peut-être tu as eu la chance d'avoir une mère très proche de toi. Enfin, voilà, là, pour le coup, chaque cas est particulier. Mais je crois que c'est bien que tu dises qu'il t'est jamais rien arrivé de cet ordre-là. Oui, mais... Ça ne nie pas, que Voilà. tu peux imaginer que d'autres aient eu Non, ça des situations, je nie pas, j'ai bien compris. pas ça, non, ça je nie pas. Mais moi, je me pose bien sûr la question, personne ne pose jamais la question de ses parents, en fait. Non, mais c'est intéressant, Plusieurs cas, hein, et je pose toujours la question, tes parents, ils étaient où? Pourquoi, même les juges, il y a quand même un concours de culpabilité, je l'ai mis aussi sur la tête des parents. Après, je vais être massacrée pour ça, je ne sais pas. Mais moi, je pense toujours, je me dis... Non, de poser la question de la responsabilité des parents. Ces parents, ils ont été où? Après, il y a des prédateurs, après, il y a des malades. Bien sûr. Et qu'il faut interner et jeter la clé. Ça, c'est la première chose, ça c'est clair. Il faut les condamner. Il faut surtout des problèmes de la justice, après, on connaît autre chose. Faire des condamnations exemplaires pour que ces cas ne se répètent plus. Mais même si on donne la perpétuité, les malades, ils sont toujours, malheureusement, ils sont toujours là. Mais voilà, ce que je voudrais dire vraiment aussi aux jeunes filles,
C'est que malheureusement, ces prédateurs, ils ressentent. Ils ressentent, sont des malades, et donc ils ressentent quand la proie est plus facile que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez forte et que vous disiez non, vraiment avec une attitude vraiment qui vient de l'intérieur, pas vraiment qu'avec les mots, pour qu'ils puissent vraiment être loin, loin de vous. Vous pouvez dire non, quoi. Dites non, c'est ça que tu dis. Déjà non, mais c'est surtout c'est que c'est quand vous dites ça, les miroirs pour les oiseaux. Aux alouettes. Aux alouettes, voilà. Les gens, ils pensent que c'est ces métiers qui brillent. Et donc, il faut faire des concessions pour y arriver. En fait, c'est un métier que, oui, c'est beau, c'est un beau métier, mais ça ne vaut pas notre vie, notre corps, parce qu'ils sont après, on aura des séquelles qui nous ramènent dans toute sa vie. Donc, il faut vraiment être ferme sur ça et surtout faire dégager cette force en tant que femme. Et toujours avec la courtoisie, mais à certains moments, les hommes, ils ressentent en fait. Ils ressentent quand c'est pas leur... c'est pas moi, je suis allée chez un producteur italien très connu pour faire n'importe quoi. Ouais. Et j'adore qu'il m'a dit... j'avais proposé de faire un film, une histoire qui ça me tenait à cœur. Et le mec, il savait pas. Et là, j'ai dit, ça va arriver, je vais les défoncer. J'ai dit, j'étais chez lui, dans son salon. Et elle m'a dit, dommage, t'es tellement belle. Mais alors, si j'étais un peu plus jeune, je t'aurais fait la cour. Eh oui, mais vous n'êtes pas jeune. Ah oui. Donc il y a eu quand même une espèce de tentative. Ah non, mais là, c'est quand même loin, c'est des phrases. On va pas quand même dire pour des phrases, ça va. Et j'adore parce que m'a dit, vous n'êtes pas l'âge. Déjà, vous êtes vieux. Donc, voilà. Donc, tu vois, vous voyez, c'est quand même... il y avait un mur. Il pouvait pas... C'était des murs entre lui et moi, c'est avec l'attitude qu'on a que ça s'impose. Ouais. Bon, c'est bien de t'entendre parler de tout ça. Je crois que c'est important, et tout en sachant aussi qu'il y a des cas, où malgré le mur et malgré le nom, NON, il y en a qui forcent ce mur et qui forcent ce nom, quoi. Ça peut arriver, j'ai l'impression, et malheureusement sûrement pas que dans notre monde artistique. Non, ça c'est clair. Et c'est grâce à ce monde artistique et on va dire toute la médiatisation qu'on a eue, qui après, dans le reste du monde, on sait. Dans le reste du bureau, malheureusement, on n'a pas les caméras et la lumière sur eux qui sait. Donc ça, je trouve que c'était très, très, très bien parce que toutes les lois, elles sont changées. Bien sûr. Surtout pour toutes les femmes qui n'avaient pas de voix et qui n'avaient pas de la lumière sur eux. Ça a été extraordinaire pour ça. Oui, bien sûr. Alors moi, je voulais parler de deux hommes, pour le coup, avec qui tu as travaillé, que j'aime beaucoup, que j'admire même. Alors il y en a un que je connais un petit peu et l'autre que je ne connais que virtuellement. Et j'avais envie de les mettre en miroir. C'est Michel Faux, qui est un très grand artiste tout court, mais pour moi très grand artiste de théâtre, surtout. Et Daniel Craig. Ok. Donc c'est peut-être un miroir un peu surprenant drôle, comme ça, mais voilà. Alors on va commencer par Daniel Craig. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, tu as été une James Bond girl, comme on dit, sur Casino Royale. 20 ans. Il y a 20 ans, je me suis rendu compte de ça. Il y a 20 ans pile. Il y a 20 ans, je vais déjà tourner, c'était au février 2006. Ouais. Aux Bahamas. Incroyable. Ouais. Et comment tu arrives sur James Bond, le premier James Bond avec Daniel Craig aux Bahamas, du coup? En casting, moi je ne suis pas très forte au casting. Hein. Tout ce que j'ai fait après, ça a été une catastrophe. Je n'ai jamais gagné un casting. Je te jure, je n'ai jamais gagné un casting. Bon? Non. Je gagne un casting si je vois le metteur en scène. Ouais. Mais si je envoie les self-tapes d'aujourd'hui, alors je n'ai envoyé plus de 200. Je n'ai jamais gagné un self-tape. Ah, mais ça, c'est important parce qu'il faut dire aux gens qu'effectivement, maintenant, les castings, souvent pour les jeunes acteurs ou jeunes actrices... On ne voit pas des directeurs de casting, on ne voit pas des metteurs en scène. Tu es toute seule avec un bout de papier et tu donnes très, très peu de informations sur le rôle. Ouais. Tu ne lis pas les scénarios, la plupart des cas. Ouais. De temps en temps, il m'envoie, mais bon, c'est très rare. Et donc, tu dois t'inventer tout.
Ouais. Et donc, c'était la chance, tu as chopé l'idée qui est derrière dans la tête du metteur en scène, qui bien sûr t'a jamais parlé, tout ça. Mm. Et donc, je suis apparemment très, très nulle en faire ça. Et donc, tu te poses beaucoup de questions. Et... 200, tu dis, plus de 200. T'as raté 200 castings. Plus, je pense. Ça, c'est bien, parce que ça va rassurer peut-être certains acteurs et actrices qui... Peut-être plus. Ah ouais, Et je des suis vraiment centaines. nulle. Ouais, c'est sans arrêt. Et donc, à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas les self-tape. Et donc, j'étais la directrice du casting anglais qui faisait tous les pays du monde. Donc, à l'époque, j'étais à Rome pour préparer un rôle sur la reine de la Sardaigne. C'était un film no budget, pas low budget, no budget. La différence entre low budget et no budget. C'était no budget. Budget bas et pas de budget. Il n'y avait vraiment rien de chez rien. Et donc, à certains moments, il y avait des chevaux, parce que la reine de la Sardaigne, c'est 1400, donc il y a des chevaux et tout ça. Et donc, il y a un collègue à moi qui jouait le rôle de mon frère qui m'a dit « Ah ben moi, je suis un jockey. Ouais. Et donc, je t'apprends à monter au cheval. Ouais. Et donc, moi, pendant, je préparais mon rôle de casting et tout ça. Et donc, le jour avant du casting, je monte au cheval. Je monte au cheval et le cheval, qui bien sûr, c'était un cheval de course. Et qui bien sûr, un quart d'heure avec mon ami, il ne se fatigue pas. Je monte ce cheval, j'ai fait un rond, au deuxième rond, il me jette par terre. C'est un immense cheval, il s'appelle Caronte. Caronte, c'est dans l'enfer de Dante, celui qui traguette les âmes. Bien noir. Et bon, voilà, je suis partie à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai passé 8 heures, je ne bougeais pas, j'étais complètement paralysée. Et j'ai fait tous les scanners, AM, tout ça, et il m'a dit, peut-être vous allez marcher dans 4 mois, on ne sait pas. J'avais des douleurs monstrueuses, des décharges électriques, c'était horrible. Et donc, j'appelle mon agent en disant, casting en plus, je ne peux pas y aller demain. Donc, on annule le casting. De James Bond? Oui. Ah oui. Donc, je rentre chez moi. Mon ami, il m'amène, il était tellement coupable, c'était tellement merdique. Et donc, piqûre de Toradol et morphine pour ne pas sentir la douleur. J'étais sur les canapés. Et ma mère débarque, premier avion de Cagliari à Rome, à 6h du matin. Donc, premier avion, à 8h, elle était chez moi. Elle m'a dit, bon, ça va, t'es pas morte, ça va, tout va bien. Ok, j'étais comme ça, sur le canapé. Et à 10h du matin, j'ai dit, c'est un peu con parce que j'aurais eu le casting de James Bond aujourd'hui. Elle m'a dit, on y va. Non, tu vas aller où? Là, je bouge pas, moi. Ta mère te dit ça? Oui. Elle m'a dit, je te prépare, on y va. Tu appelles et tu fais ton rendez-vous à la fin de la journée. Ok. Donc, elle sent qu'il faut y aller, quoi. Ah oui, c'est elle, parce que moi, j'aurais pas pu. J'étais sur drogue. Sans elle, j'étais totalement droguée, là, je comprenais rien. Ouais. Donc, ma mère, elle a mis moi, j'ai bien sûr préparé les talons, la petite jupe et tout ça. Voilà. Basket, un truc de jogging et tout ça. Et j'arrive marchant comme ça. Bonjour. J'arrive, hein. Ouais. J'arrive, donc il y a des directrices de casting. Au bout d'un quart d'heure, j'arrive au canapé. Et demande ce qui t'est arrivé. Directrice de casting, elle m'a dit que c'est arrivé. J'ai dit, je suis tombée du cheval hier. Et je fais la scène comme ça. Oui, ouais. Je sais pas ce que je fais parce que je bougeais que les yeux. Et je ressors. Et là, il me dit, Katerina, donc je me retourne et il me dit, est-ce que tu sais monter au cheval? Et là, j'ai dit, vous foutez de ma gueule là, parce que là. Et j'ai vraiment dit, are you joking? Okay. Et je suis partie. Ok. Alors. C'était où le casting d'ailleurs? À Rome. Ouais. À Rome. C'est une directrice anglaise qui fait tout le tour d'Europe à l'époque. D'accord. Pas de self-tape. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que j'étais en promo de Les Bronzés 3. Ah ouais, t'as joué dans Les Bronzés 3? Oui. Je savais pas. J'ai pas vu Les Bronzés 3. Ouais. Par contre, je me suis régalé à voir le 1 et le 2, mais c'est vrai que je vais aller voir Le Bronzé 3 ce soir, ce sera mon film du soir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en promo des Bronzés 3, on va... Donc, moi, je rentre à Paris, bien sûr, en marchant toujours comme ce que je pouvais. Ouais. Et on va chez les enfants de la télé. Oui. Avec Arthur. Bah oui. Et du moment que tout le monde arrivait, mais moi j'ai marché encore comme ça, ils m'ont installé à côté d'Arthur, déjà assise parce que sinon 3h30 pour rentrer. Tu pouvais à peine marcher, quoi. Donc Arthur m'a dit qu'est-ce qui s'est passé et je lui ai dit les problèmes. Il m'a dit je connais un très bon ostéopathe. Je lui ai dit Sam Cohen, mon cher ostéopathe. Et il m'a dit il faut que tu ailles là-bas. Et donc Sam Cohen a permis que tu joues dans James Bond.
Et donc, 3 séances, Mais non. j'ai marché normalement. Bah, c'est un magicien, c'est pas un Bah, ostéopathe. lui, c'est... Voilà. Il exerce toujours? Bien sûr. Ah, d'accord. C'est mon On ostéopathe. taguera sur la vidéo. C'est mon ostéopathe. J'adore les C'est mon ostéopathes. ostéopathe. C'est mon... Ah oui, d'accord, c'est ton privé. C'est mon ostéopathe. Il m'a sauvé la vie. Incroyable. Donc, et merci à Arthur, parce que quand même, Ouais. c'est... Voilà. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe? À moi, ça passe. Et j'ai le callback Ok. à Londres. Incroyable. Donc là, j'ai dit, ah oui, ok, bon, je repars à Londres. À l'époque, il y a les callbacks aussi. Donc là, tu vas mieux physiquement. Là, j'ai marché normalement. Là, T'as c'était des bon. petites J'avais plus douleurs, rien. mais- Ah non, ok. en fait, j'avais les bassins déplacés à droite. Oh là là. Et j'avais les nerfs asiatiques complètement coincés, une côte fêlée. Et voilà. Ouais. Et donc, c'était vraiment très bête. Mais en Italie, on n'a pas beaucoup de trucs d'ostéopathie. Ouais. Ça n'existait pas C'est vraiment. vrai non. qu'en France, on est Oui. pas mal ici. Oui, oui, en Ouais. Italie, c'est pas encore Ok. le Moyen-Âge, non. Donc, ce qui se passe, c'est que je pars à Londres et je rencontre Michael Wilson, donc le frère de Baba Broccoli, le producteur, Mhm. et Martin Campbell. Je passe sur les castings. Martin Campbell qui allait réaliser Il a réalisé l'épisode. Casino Royale. Donc, je passe sur les castings et au bout de 3 semaines, ils me disent que c'était moi. Pas de Daniel Craig à l'horizon. pour Pas l'instant. Daniel Craig. Et Daniel Craig, il m'appelle pour faire. Donc, je dois faire une de CIH costumes, 25 millions de fois CIH costumes, Ouais. à Prague. Et c'est là, dans le musée, tu sais, le mec hyper bizarre qui fait des sculptures sous les corps des êtres humains et des animaux. Il enlève la peau, il fait tout avec les muscles. Non. C'est appétissant. Bah, il est dans le Casino Royal. Ah ouais? Il est dans le Casino Royal, il y a l'image, il y a des scènes dans le Casino Royal et c'est quelqu'un qui sculptait sous les cadavres vrais. Ah ouais? Il y a une énergie un peu particulière. Ok. Et c'est là que j'ai rencontré Daniel Craig pour la première fois, D'accord. À Prague. à Prague, dans, Ok. dans ce musée. Et alors, la rencontre? Alors, qui connaissait Daniel Craig en 2006? Personne. Enfin, très peu de... C'était déjà un acteur qui travaillait, hein, parce que j'ai regardé, mais... Laia Cake, il Mais avait c'est- fait de Laia Cake, c'était Ouais. un immense acteur de théâtre. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tu me dis, alors, c'était comment la rencontre? Oui, oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est Daniel Craig. Oui, mais c'est aujourd'hui. Il y a J'assume. 20 ans, il y a 20 ans, Ah ouais? c'était Oui. un acteur dont je savais c'était un immense acteur Oui. de théâtre. Oui. Donc on Tu veux parle dire, de c'était pas une star à ce moment-là. qualité. Bah non, c'était sûr. une qualité. Je sais que c'était un acteur qui aurait dû jouer le rôle de James Bond, mais pour moi, à l'époque, c'était pas un James Bond, c'était un film normal. Mais Après, bien justement, sûr, peut-être avec que lui, beaucoup il d'argent. était nerveux. Non, là non, mais c'était extrêmement concentré quand on a fait les tournages. Donc c'était, Ouais. n'oublie pas, je sais pas, les gens, bien sûr, les jeunes, non, mais Ouais, ouais. les gens qui se souviennent, qu'ils ont suivi, à l'époque, la presse était dégueulasse avec lui. Ils disaient qu'il était blond, qu'il savait pas conduire la voiture, qu'il était nul. Non, les gens oublient, y compris moi. Hein. Il a été Il détruit était par la presse. détruit. Et moi, je me souviens, donc moi, je suis une des premières qui a tourné, parce que le tournage a commencé en janvier. Ouais, Il y avait 6 mois de tournage. ouais, Moi, j'ai tourné fin janvier, fin février. ouais. Donc, Eva Green elle venait juste d'arriver. Mhm. Et donc, la presse, on a fait la première junket press aux Bahamas. Et Ouais. après, j'étais l'unique libre. D'accord. Et donc, c'est moi qui ai commencé à faire la presse dans le monde entier toute seule. Ah oui, d'accord. Donc, d'Amsterdam, au Parce Jamaïque. que Eva Green et Daniel Craig Ils étaient au tournage. tournaient, quoi. Ils tournaient. Ouais, ouais. Et donc, je commence à faire d'Amsterdam toute seule, à Jamaïque toute seule. Et je me souviens, j'étais avec Chris Blackwell Oui, et les propriétaires de Virgin. ok. Ah, j'ai pas le nom, là. Ah oui, il avait lui impliqué maintenant avec Epstein en plus. Ouais. D'accord. Voilà. Et comment il s'appelle lui? Bref. On retrouvera. Et donc là, il y avait toute la presse anglaise. Ouais. Et moi, je lui ai dit, vous allez vous bouffer les papiers. Tous les papiers que vous êtes en train d'écrire, vous allez vous les bouffer après. Et j'aime ça. Je suis fière de ça. Mhm. Et donc voilà, il est devenu après... Bah, le film est génial. Après le film génial, mais il est devenu quand même Ouais. le meilleur James Oh, Bond ouais, un ouais. peu de l'histoire. Et puis, il y a Mads Mikkelsen. Enfin, il y a plein d'apparitions comme ça. Oui, parce qu'en fait, c'était, je pense, une des D'acteurs. premiers films où ils ne prenaient pas que des stars ou des gens, ils Ouais. prennent des vrais acteurs, en fait. C'est vrai. Ils ont pris dans ces trucs-là des vrais acteurs. Ouais, ouais. Je ne vais pas me mettre dedans. Mais ils ont pris Bah, des si. vrais acteurs qui avaient vraiment une carrière, qui avaient Ouais, vraiment ces... dans tous les autres, c'était un peu plus... je ne veux pas dire amatorial. Mais il y avait des acteurs qui, après, ils sont vraiment disparus. Chose ouais. qu'en fait...
il a lancé vraiment beaucoup de carrières, en fait, à Casino Royale. Mais il y a même... c'est pas Simon Abkarian qui Oui, joue. bien sûr, c'est mon Simon mari. Abkarian, C'est mon qui mari. est ton mari. Ah oui. Qui est pour ceux qui ne connaissent pas, un Immense autre acteur. très grand artiste Ah bah, de c'est théâtre immense, et acteur immense de acteur. cinéma immense. Regardez qui est Immense Simon acteur. Abkarian. Il y a aussi l'Italien Claudio Santamaria, Ouais. qui c'est un immense acteur Ouais, ouais, italien. ouais. Enfin, Giancarlo Giannini, c'est l'immense acteur italien. Oui, c'est vrai Judi que- Dench, Judi Jeffrey Dench. Wright. bien sûr. Il y a vraiment beaucoup Ouais. de rôles. Des gens qui pourraient jouer dans un Shakespeare le lendemain dans une grande production. Et Mads Mikkelsen, je crois, il avait même déjà une carrière Bien sûr. en Danemark, mais c'est un immense acteur. Immense. C'est l'immense acteur. Immense. Et ils disent que c'est les meilleurs vilains de Méchant, de James comme on Bond. dit. Ouais. C'est possible. Ouais. Il est Avec l'œil, extraordinaire. là, avec l'œil qui... Du sang. Ah ouais, comment oublier ça, la larme de sang et la scène de torture entre lui et Daniel Bah, Craig. il disait, il sera joué avec Javier Bardem, et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent Mads Mikkelsen. C'est vrai qu'il y a à match, Craig. mais Oui. moi j'ai une préférence pour Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Ouais. Pas pour Goût, l'acteur, mais pour la prestation. pour la prestation les deux, on les James adore. Bond, oui. Ouais, bien sûr. Oui. Après, c'est peut-être le rôle qui est encore plus intéressant. Michel Faux. Grand acteur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Michel Faux, alors là, s'il vous plaît, foncez voir qui est Michel Faux. Il faut quand même savoir qui est Michel Faux. Il faut même aller le voir au théâtre. Bah, au théâtre, au cinéma, il fait Au beaucoup. cinéma. Il était même nommé au César, Ouais. donc Et finalement les voilà. deux là. Et au théâtre, alors lui, là, si on peut utiliser le mot artiste Totalement. pour lui avec une A majuscule, parce qu'il fait de l'opéra autant que metteur en scène, il fait des mises en scène. Dans lesquels il joue. Il joue du cinéma, il fait tout. Ah oui. Il n'arrête jamais. En fait, et même, on a fait la tournée ensemble, j'étais avec lui. Et sincèrement, il n'arrête pas, il a plein de projets, il n'arrête pas, son cerveau, il est toujours... et c'est bizarre parce que ce qu'il m'a raconté, qu'il monte les projets par rapport à l'acteur, qu'il lui donne envie. D'accord. Si l'acteur, il lui dit non, bah, Il passe à autre chose. il passe à autre chose. Oui, parce qu'il est d'une radicalité. Tu sais qu'on va l'avoir comme invité ici. Donc, Voilà, mais c'est incroyable. Et comment c'est de travailler avec lui comme metteur en scène? Parce qu'il est tellement particulier, mais dans le meilleur sens du terme. Alors, je vais dire, et là, ça, je ne vais pas me cacher, tout le monde il dit « Ah, on est toujours très bien. » Bah, il n'était pas cool avec moi D'accord. au début, pendant qu'on était à Paris, à Michaudière. On s'est engueulé plusieurs fois avec D'accord. Michel. On s'est engueulé plusieurs fois et on est resté des semaines sans se parler. Alors moi, j'aime bien que tu dises ça parce que c'est vrai qu'on a une tendance dans le monde du dis, théâtre et du c'était cinéma. bien, c'était C'était génial, toujours c'était génial. génial. Et en plus, c'est pas grave de s'engueuler. Non. Parfois, c'est nécessaire. Non, voilà. Et avec Michel, on s'est engueulé 2 fois. Ok. Et on est resté vraiment fâchés 2 fois. Parce qu'il m'avait reprise, mais les rideaux n'étaient même pas fermés. Il m'a engueulé, le public même qui entendait. Parce que j'avais fait un truc, lui, chacun son théâtre, et je respecte. Et donc là, on s'était engueulé, mais vraiment grave. Et j'ai trouvé vraiment pas cool. Et j'ai découvert Michel Faux en tournée. C'était génial. Un amour. Un amour. Ouais. On s'est beaucoup amusé. Il était Il était peut-être dans l'angoisse aussi des premières représentations. Peut-être, tout le monde m'a ouais. dit ça, sûrement, bien sûr. Il a quand même Non, une mais grosse après- responsabilité. Après, c'est un artiste très exigeant. Ouais. Je crois que c'est bien aussi. Il n'aurait pas envie qu'on dise que c'est tout le temps une crème. Il est ce Non, qu'il non, est. oui. Mais c'est vraiment un amour et c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, de très ouvert, il est, comme je dis, c'est vraiment l'artiste dans tous les sens du terme. Il respire l'art et il est vraiment incroyable. Et j'ai adoré, sincèrement, Piège pour un homme seul. Le rôle qu'il m'a donné, c'est un rôle avec plein de coups. Tu l'as vu? Oui, et avec Las Palais. Avec Las Palais, avec Régis Las Palais. Ouais. Grand acteur aussi. Et donc, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré. Il m'a donné vraiment un rôle, déjà pas d'italienne. Affiche en noir et blanc, Hitchcockienne, je me rappelle. Je le remercie, il m'a pas donné un rôle d'italienne. Oui. Voilà. Oui. Un rôle. C'était la première fois que tu jouais un rôle Ah qui oui, était- oui. Non, Ouais, pas la première. Au théâtre, oui, en France. Parce Ouais. que là, dans les tourbillons, bien sûr, en Italie, bien Ouais. sûr, d'italienne. Ouais. Et donc, il y a eu aussi ce courage Ouais, de bien me sûr. donner un rôle où il n'y avait pas du tout ce problème d'italien. Et c'est une autre chose. Elle m'a jamais repris par rapport à mon accent. Mais oui, parce qu'il aime ce qui est décalé, lui. Donc Et même de temps en temps, comme ça peut arriver à tous les acteurs, ça m'a fouillé, c'était pas clair, il faisait des gueules, mais il m'a jamais repris sur ça. Oui. Ah, C'est quand même intéressant. quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, Je ouais. le remercierai à vie pour ça. Ouais. Il m'a jamais... Et en plus, bien sûr, c'est
c'est comme une handicap. Bien sûr, mon accent, pour moi, c'est un handicap. Et je le sais. Et plus tu me le fais remarquer, et plus je me prends les pieds dedans. Et Michel, pas du tout. Il m'a jamais repris pour un accent. Ouais. Même en Italie, il me répond plus pour l'accent, pour la diction parfaite. Ouais. Chose que Michel, je le remercierai à vie, il m'a jamais fait peser. Ouais, jamais. Ouais. Pour un rôle, pas d'italienne, Mais, pour un rôle, premier rôle, Ouais. où il y avait beaucoup de textes, où c'était vraiment compliqué que les gens y comprenaient, parce que c'est quand même un thriller. Tu avais des choses qui n'étaient pas claires, c'était très compliqué pour le thriller et le public suivre. Il m'a jamais repris sur ça. Et alors sur que ça, tu étais censé avoir le moins d'accent possible, puisque tu étais censé jouer une française. Voilà, donc il t'avait mis à l'aise avec ça. lui, en fait, il m'a mis sur le fait qu'il soit une femme mystérieuse, donc on ne sait pas d'où il vient et tout ça. Bien, ouais. Et donc, il m'a vraiment, ça, je pense que c'est l'immensité aussi de l'artiste qui est Michel, qui ne doit pas être tout dans les règles. Et lui, je pense aussi, autant qu'il a un univers très particulier, un univers qui n'est pas dans les règles, c'est son univers à lui. Oui. Tu peux le détester, tu peux l'aimer follement, parce que c'est son univers. C'est pas un truc normal qu'on voit tout le temps. C'est pas c'est anormal. C'est ça qui est bien. C'est son univers. Oui. Et ça que j'adore. C'est vraiment, il y a 25 millions de personnages à l'intérieur de sa tête. Il n'est pas tout seul, on le sait. Et donc, c'est ça que je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment de toute façon, j'entends que tu as adoré travailler avec lui. Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, je voulais parler de Weber parce que tu as quand même joué, pas pour nous les Français, mais je sais pas en Italie, mais Francis Weber, c'est énorme. C'est le réalisateur, l'auteur de La Chèvre et le Dîner de con, on va citer que ça. Tu as fait une pièce avec lui et j'ai entendu que lui, au contraire, était très dur sur l'accent. C'était horrible. Tu veux dire un mot là-dessus ou pas? Oui. C'est bien parce que ça, les gens se rendent compte que parfois c'est compliqué dans le travail. C'était très compliqué. D'accord. Et lui, il n'acceptait pas mon accent. Mais pourquoi il te prend? Voilà, je comprends pas. Pourquoi il te prend dans le rôle? Tu as vu la différence? Là, j'ai bégayé. Là. En fait, c'était très compliqué. Très, très compliqué. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, pour lui, c'était insupportable. Je sais pas. Voilà. Donc, je sais pas. Je pense que Philippe, il a forcé la main. Je sais pas. Ouais. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Ouais, d'accord. Et donc, plus tu... Vous voyez la différence? C'est vraiment un truc intérieur. Hein. Ouais, je ne fais pas exprès, là. En fait, c'est vraiment très complexe parce que quand tu appuies et tu dis et tu bâtonnes tout le temps et après, tu te prends plus. Et quand tu es plus tranquille, bien sûr, c'était beaucoup plus fluide avec Michel. Parce que je n'avais pas cet jugement sans arrêt. Sur, bien sûr, un handicap que je connais, que je reconnais, bien sûr, qui existe, qui est réel. On peut même imaginer, je ne connais pas cet homme, Francis Weber, qu'il a senti que c'était une fragilité chez toi et qu'il a appuyé où ça faisait mal. Ça fait partie du domaine du possible. Je ne sais pas, je pense que c'était pas lui peut-être qui m'a choisi et qu'il voulait peut-être quelqu'un d'autre et qui, dans sa pièce, dans sa tête, il n'est pas italien au milieu. Donc voilà, il y a plein de raisons. Ouais. Et après, Philippe m'a donné cette immense possibilité. Et je remercie encore, comme j'ai dit au début. Philippe Lelouch. Voilà. Oui, Weber, après j'ai entendu que à sa décharge, je crois qu'il est draconien avec même les Français, sur la diction de son texte, la virgule, Stakhanovic. Lui, pendant toute les répétitions, il nous a toujours dit j'ai besoin d'entendre la musique. La musique est quelque chose qu'après, on n'a pas compris. Ni moi, italienne, ni les autres, ils ont été français. Donc, un jour, on comprendra ce qu'il voulait vraiment dire. Ouais. Je voulais terminer cette conversation par quelque chose que je trouve sublime. Donc, j'ai fait une pièce comme metteur en scène il y a quelques temps, il y a 1 an déjà, que tu as eu la gentillesse de venir voir au théâtre. Et j'ai adoré. C'est gentil. Et je t'ai vu arriver, comme on dit trivialement, enceinte jusqu'au cou. Sublime d'ailleurs. Comme une paupiette. Vraiment, oui, on s'était vu parce qu'on avait pris un café, je sais pas, peut-être, mais pas longtemps avant en plus. Je sais pas si j'étais déjà enceinte au début, je sais pas comment. Peut-être, enfin je sais pas, le timing. Et je t'avais vu grosse, comme une baleine. Et tu étais vraiment enceinte, je crois que tu étais enceinte de 7 ou 8 mois. Oui, c'est possible. Avec ton chéri magnifique, adorable d'ailleurs. Merci.
Alors moi, j'ai vu ça, j'étais au-delà d'être très heureux pour toi et de te sentir tellement heureuse de ça. Très vite, je me suis dit, mais dis donc, c'est incroyable, je crois qu'elle n'a pas d'enfant. C'était le premier. C'était le premier. Il me semble, et on n'est pas du tout obligé de dire ton âge, mais je me suis dit, elle doit avoir une quarantaine d'années. Non, mais t'es gentil. Bah écoute, après, 40 je me suis dit, elle a une quarantaine d'années. 40, Ça peut là, vouloir dire entre 40 et 45. Non, je n'ai 48 et je l'ai eu à 47. Tu as 48 ans Oui. aujourd'hui. Ah oui, tu vois, je savais pas. Ah oui, c'est voilà. Ah, tu savais pas? Bah là, j'aurais dit 45-46. 46, j'aurais dit. Voilà, j'ai 48. Et tu as eu ton premier enfant à 47 ans. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais J'ai un beaucoup... Oscar quelque part. on va te trouver ça. Est-ce que tu as envie de dire un mot là-dessus? Parce que moi, j'ai une grande sœur, je vais te dire quelque chose de personnel, j'ai une grande sœur qui va avoir 40 ans et qui est en stress, c'est la fameuse horloge biologique, en stress par rapport à ça, déjà de trouver le bon Jules, comme on dit, et qui se fait tard pour avoir son premier enfant. Donc, est-ce que tu as envie de partager cette expérience incroyable? Alors, mais mon bébé, c'est un miracle du ciel, un miracle de la science aussi, parce que quand même, bien sûr, la médecine m'a aidée. J'ai perdu 2 bébés. Et donc, ça a été une lutte pendant 8 ans. 8 ans où j'ai changé 15 gynécologues, qui ont été un peu effrayables que les autres. Ils ont été terribles. Sage-femme aussi, pas tous cool. Je me suis retrouvée dans ces 8 ans, même dans une clinique très connue ici, avec 50 femmes qui on se faisait piquer du matin au soir. Et ils nous traitaient comme de la merde. Et je suis arrivée à voir même une femme gynécologue qui m'a dit vous pouvez faire un don de d'ovocytes. Oui. Donc j'ai commencé à pleurer comme Madeleine. Elle m'a dit pourquoi vous pleurez? Et je dis ce bébé, il n'aura pas mes yeux, il n'aura pas les yeux de mes parents. Il dit oui, bien sûr, vous voulez faire juste un bébé pour votre vanité. Donc j'ai eu des... Pour votre validité? Vanité. Vanité, ah oui. Vous voulez faire juste un bébé pour votre vanité. Incroyable. Donc... Elle voulait que ce soit pas tes ovules. Hein. Quand on fait un don de ovocytes, c'est pas mes ovules. C'est pas tes ovules, Donc voilà. c'est pour ça que j'ai dit, mais ça va quand même... Donnez-moi au moins le temps de faire quand même un deuil de quelque chose. Donc ça a été vraiment compliqué jusqu'à quand je suis arrivée à trouver un ange dans tous les sens. Oui. Grâce à un ingénieur du son français qui m'a dit ma femme elle a les mêmes problèmes que toi et va voir ce gynéco qui déjà il est très 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 bon mais surtout il est très 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 humain et donc je pense que les deux c'est quand même une combinaison très importante et qui m'a aidé à avoir les petits monstres que j'ai à la maison. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Demetrio Tancredi. Et donc, tout ça, je l'ai dit et à Gala et surtout à Corriere della Sera et dans une émission télé. Ah oui, d'accord. Et vous n'avez même pas une idée, les messages que j'ai reçus des femmes qui ont été dans mon même cas que moi. Bien oui. Et surtout, ils ont vécu les mêmes traitements horribles que moi j'ai vécu. D'accord. Et donc, j'ai envoyé beaucoup de femmes, même italiennes, chez mon gynéco, et qui draconne le mien, papier, stylo, il fait ses calculs. Il a trouvé des choses même chez quelqu'un que j'ai envoyé, que les autres n'ont pas trouvé. Parce que il y a des gynécos qui m'ont fait faire des piqûres pendant des années sans contrôler les choses qui marchaient ou qui ne marchaient pas. Donc j'ai pris des années d'hormones pour rien. Et lui, c'est basique, il m'a dit c'est comme les robinets de la maison, hein, de la salle de bain. S'il y a un truc qui ne marche pas, il ne peut pas marcher. La tuyauterie. Une tuyauterie, donc il faut vraiment tout contrôler. Et donc il y a beaucoup de gynécos que... Oui. Tu veux citer le gynéco Ange ou pas? Didier de la Fontaine. D'accord. Très bien. Mais on a cité l'ostéopathe miraculeux. Oui. Et... De la Fontaine, c'est mon ange qui m'a protégée, qui, je peux dire un truc, il ne va pas aimer, mais qu'il a pleuré vraiment avec moi. D'accord. Tous les mois, quand j'avais les règles après, et que je ne tombais pas enceinte. Et que j'étais au bout du bout. Et lui était vraiment avec moi. Humainement, physiquement, et surtout, il m'a donné les outils pour... Après, bien sûr, il y a le miracle, hein, parce que même on peut faire tout ce qu'on peut faire dans la médecine. Ah oui. On peut arriver jusqu'au bout du bout et on ne tombera jamais enceinte. Et après, ça reste quand même un miracle.
Mais après, il faut vraiment avoir aussi des gens qui nous supportent. Et j'ai eu bien sûr mon compagnon qui m'a... C'était un ange dans tous les sens du terme. Ouais. Et donc, c'était vraiment très complexe. Donc, pour ta sœur, Ouais. qu'elle s'accroche. Charlotte, accroche-toi. Il faut juste, si tu veux voir le numéro des docteurs de La Fontaine, je vais te le donner. Et c'est surtout, c'est que, voilà, il faut trouver, bien sûr, les bons papas. Ouais. Mais on peut faire aussi un bébé. Oui. Voilà. Un bébé seul, entre guillemets. Seul, j'ai une copine à moi qui l'a fait. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, la science, on a la chance de pouvoir faire un bébé, de mettre au monde un petit bout de chou dans tous les sens du terme. Et je vais dire une autre chose. Oui. J'étais massacrée sur les réseaux sociaux, déjà à cause de mon âge. Donc tout le monde a dit que je suis une grand-mère. J'aurais dû être plutôt grand-mère que maman, mais bien sûr, ma mère n'est pas contente de ça. Ma mère est très contente d'être grand-mère et pas arrière-grand-mère. Et il y a une autre chose, on a essayé aussi l'adoption. Donc tout le monde a dit, à 47 ans, t'es égoïste, donc t'as voulu mettre un enfant au monde et pourquoi t'as pas adopté ? On a essayé. On a essayé ça aussi, on a fait 2 rendez-vous. Premier rendez-vous sur Internet, avec la gueule des 80 couples. 3 heures de rendez-vous, ok, j'ai rien compris. Parce que c'était tout un truc légal, donc heureusement mon mari fait l'avocat parce que moi j'ai absolument rien compris. Heureusement je n'étais pas mère célibataire parce qu'alors on s'accroche. Et après un autre rendez-vous avec tous les mêmes couples dans une immense salle où tu expliques encore tous les trucs légaux. Et après tu as une vidéo de 1h30 où tu montres des enfants qui ont été adoptés et qu'ils te disent moi j'étais abandonnée à 3 jours, à 1 an, 5 ans. Mais on cherchera toujours nos parents biologiques. Moi, j'ai passé 1h30 en pleurant. En pleurant ? Je regardais cette vidéo en pleurant. Je suis sortie dévastée. Et j'ai dit, je ne suis pas aussi forte. Et tout le monde m'a dit, mais c'était rien, ça. Donc, oui, j'aurais pu, bien sûr, adopter parce que c'était toujours été mon rêve. De donner la chance à un enfant qui, quand même, n'a pas eu de chance dans sa vie. Mais je vais faire vraiment chapeau à tous les parents qui ont quand même adopté. Parce que je pense que c'est pas facile. De temps en temps, ça arrive. Il y a des cas et des adoptions magnifiques. Et j'ai entendu aussi des adoptions qui sont un peu plus compliquées. Et donc, vraiment, je remercie qui a le courage de le faire. Parce que je ne suis pas aussi forte. Je pense toujours d'être une femme forte et que j'aurais pu faire un truc comme ça. Et malheureusement, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi forte. Donc je remercie le ciel qui m'a vraiment donné la possibilité d'avoir un enfant à moi-même et que je n'ai pas eu vraiment la force de pouvoir adopter un enfant qui avait moins de chance que le mien. Voilà. Merci de nous partager ça, c'est très très précieux. C'est très douloureux. Je comprends. Et voilà. Et surtout, il y a une autre chose encore. Ça va être très long, cette interview. Prends ton temps. Pour toutes les femmes qui n'arriveront pas, c'est pas grave. On peut être mère. Vraiment, la vie donne une chance d'être mère vraiment en différentes façons. Moi, j'ai 4 chats. Ils sont mes bébés. On ne va pas dire on substitue l'enfant avec des animaux. Oui, déjà, mes animaux ne sont pas mes animaux, mais c'est mes bébés. Et on peut être vraiment mère en vraiment 1 million de façons différentes. Donc, on n'est pas né pour être mère. C'est une option que la vie nous donne. Mais qui on n'arrive pas, il ne faut pas vraiment se faire des maladies. Parce que la vie, sûrement, il fera le cadeau, un autre cadeau, en façon différente. Merci beaucoup pour ce témoignage sur la maternité ultra précieux. Merci. J'ai un petit principe, c'est que je propose ce que j'appelle la minute carte blanche à mes invités. Pour finir, est-ce que tu veux profiter de cette minute carte blanche pour lire, dire un texte, adresser un message à la caméra, ce que tu veux? Oh, alors,
Non, je pense que je vais dire un truc. La chose qui me tue le plus au monde, c'est que l'égoïsme, on est tellement concentré sur nous-mêmes, on pense qu'à notre gueule, tout le temps. Pas tous, heureusement. Même, on parlait avec le chauffeur de taxi, même les gens qui traversent au feu rouge, ils pensent qu'à leur gueule. Parce que tu es en retard, parce que tu penses que ta priorité de passer est plus importante que les gens qui ont un feu vert, pas un feu rouge. Et donc, j'aimerais bien, dans un monde idéal, qui n'existait pas peut-être, qu'on puisse faire des efforts. Après, moi, je suis beaucoup dans le... Je travaille pour la MREF, qui est la plus grande ONG de santé africaine, et la santé des mamans et des enfants, et surtout pour sauver les animaux. Et il y a tellement d'abandon, tellement de jeunes qui s'en foutent réellement. Un petit chat, un chien, et ils pensent que c'est un jouet. Et ben non, ce sont des êtres vivants. Et donc, une chose que je voudrais vraiment donner à mon enfant, c'est le respect de tous les êtres vivants. Et pas seulement des hommes, mais de tous les êtres vivants. Et donc, je pense que pouvoir essayer de donner cette éducation, cette moralité, cette cœur à mon enfant sera la plus grande sur mon réussite. Et j'espère que vraiment tout le monde, les jeunes surtout, vous allez grandir avec cette conscience qu'on a un peu perdue. Peut-être vos parents, comme on a dit au début, ils n'étaient pas présents. Et donc, ce sont des enfants un peu abandonnés à eux-mêmes et qui se font manger par les loups, êtres humains ou pas. Et donc, j'espère vraiment que cette conscience, qui soit vos parents qui vont la prise, c'est quelqu'un d'autre, un ami. J'espère vraiment qu'ils puissent, cette petite feuille verte, grandir chez vous parce qu'on fait partie tous de cet univers qu'on est en train de détruire. Donc j'espère vraiment qu'on puisse tous ensemble nous protéger. On n'est pas l'unique animal vivant dans cette terre, mais on est plein des espèces extraordinaires. Et donc j'espère qu'on puisse grandir avec le respect de tous les êtres vivants dans cet univers. Merci beaucoup, Katerina. Merci, Marco. J'ai envie de préciser que tu étais quand même la première invitée de ACT, merci, ce podcast. Merci. Qui naît sous une belle étoile italienne en plus. Merci Bertrand. Merci, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. C'était ACT, le podcast des acteurs avec Caterina Murino. Au prochain épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Rudi Milstein, auteur, acteur et metteur en scène de théâtre à succès, notamment pour sa pièce « C'est pas facile d'être heureux quand on va mal », doublement récompensée par un Molière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou de vous abonner sur Spotify et allez suivre notre page sur Instagram. Merci à Contrechamp et Maxime Caille pour la réalisation technique de cet épisode et à la prochaine.